Je reprends, je sais absolument pas sur quoi j'ai terminé, mais là je reprends sur un truc en fait, je suis en train de réaliser que je ne m'étais jamais autorisée à être l'être exceptionnel que je suis. J'ai toujours fait ce que fait Caporal encore, hein, mais il commence à se sortir les doigts. Euh, j'ai toujours dit, oh je voudrais bien mais je peux point, je suis qu'une petite merde, donc je peux rien faire quoi, je suis en incapacité. Et comme j'ai basculé, c'est fini ça. Et je suis dans une espèce de puissance. Et je réalisais ça parce qu'en fait, je voulais imprimer le manifeste d'Henri Seigné, là. Il est où? Réflexion pour une société équitable et consciente, puisque j'ai créé un collectif qui s'appelle l'Agora Libre. Et là, je vais lire son truc, là, qui fait, putain, je sais pas combien. Sont où les pages? 44 pages. 44 pages quand même, hein. Il donne ça gratuitement. Donc, je vais me matcher avec lui. Je vais l'inviter à intégrer l'Agora Libre, évidemment, avec son écrit. Parce que ça m'a l'air d'être fondateur. Fondateur, franchement. Parce que c'est vraiment réflexion pour une société équitable et consciente. Le thème et le but de l'Agora Libre, c'est pour une mutation intégrale de la société. C'est-à-dire que tout ce qui peut faire feu de tout bois pour ça, pour une mutation intégrale de la société, c'est bienvenu. Et donc, réflexion pour une société équitable et consciente, on est en plein dedans, quoi. En plein dedans. Donc, je voulais imprimer ça, 44 pages, et je me suis dit, ben, je crois que j'ai plus de papier. Mais est-ce que j'ai la mémoire que j'ai plus de papier? Non, j'ai juste la conscience que j'ai plus de papier. Effectivement, qu'est-ce qui me reste dans mon imprimante? Ça. Donc vous voyez bien, il n'y a pas 44 pages là. Donc je peux pas imprimer le truc de Henri Seigné, c'est ça? Comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est ça. Boîte de réception. Il n'est pas signé. Bon, bref, je crois que c'est Henri Seigné qui s'appelle. Et merde, hein, c'est plié ça, ça va pas ça. Oula, attends, toi tu vas pas aller à l'imprimante, tu vas me la foirer. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Bah tu vois, la dernière page a été merdique. Elle m'aurait fait un bourrage dans la truc. Mais c'est dingue quoi, toute synchronicité de fou quoi. C'est que ça, que ça. Déjà que j'en connaissais des synchronicités. Mais là en fait les synchronicités elles sont paf, 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 paf. Vous voulez parler de créativité, mais en fait la créativité on va pas la chercher, elle vient. Et elle fait partie de l'insynchronicité. Quand vous êtes aligné, et ça c'est de l'hermétisme, l'alignement. Quand vous êtes aligné, c'est-à-dire dans la stabilisation de la gravité quantique, par modulation de fréquence, donc conscience, par présence à la conscience, présence à la parousia, ben après la volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Vous avez basculé. C'est-à-dire que vous êtes passé d'un fonctionnement mémoriel dynamique. C'est pas beau dynamique, hein. Faut pas croire, hein. Dynamique, c'est de la merde. Parce que c'est la roue du hamster. On tourne en rond. C'est ce qu'on appelle la roue karmique. La dynamique, c'est ça. Merdique, quoi. Ce qu'il faut, c'est l'intrication. Voilà. Alors, tiens, il y a un truc marrant que j'ai vu, qui est sorti quand je parlais à Francis, je sais plus de quoi, parce qu'il m'avait envoyé un texte qui s'appelle Altérité étrique. Merde, je le refais, je le refais, je le refais, je le refais, je le refais. Altérité intriquée. Et donc, ben, du coup, comme j'ai dit étriqué, altérité étriquée, j'ai réalisé qu'en fait, les altérités étriquées, c'était système dynamique du triangle dramatique de Karpman, qui appartient peut-être pas à Karpman d'ailleurs, et, euh, et que l'antithèse de ça, enfin, c'est plutôt le triangle dramatique qui est l'antithèse de la thèse, qui est la thèse de l'harmonie, qui est donc les trois apex de Bernard de Montréal. Volonté, intelligence, amour, dans cet ordre-là. Parce qu'au niveau cosmique, des lois d'énergie, ça commence par la volonté, ensuite la volonté se déploie par intelligence, et l'amour, c'est l'électromagnétisme. Donc on commence par ça. Et puis bah, après l'électromagnétisme. L'électromagnétisme, c'est la troisième entité de la force électroforte et électrofaible. C'est-à-dire qu'il y a trois forces fondamentales. En vrai, il y en a quatre, mais en vrai, il y en a trois. Donc il y a la forte, la faible, et ensuite le mariage des deux, l'électromagnétisme, oui. Et la quatrième force, je ne l'ai pas en tête, mais je pense que c'est très bien. Parce que je me demande si c'est pas la gravitation, justement. Ça me paraît la logique, parce que c'est ce qui découle de la forte, la faible, de l'électromagnétisme, c'est
c'est la gravitation, c'est le système électronique, quoi. C'est le nuage autour du noyau, voilà. Les forces électro-faibles et électro-fortes étant dans le noyau et produisant une circonvulsion d'électromagnétisme qui ensuite se déploie par fractalisation dans le nuage électronique. Donc après, c'est l'électronique, quoi. Ouais. Et après, je sais pas comment on appelle ça. En physique quantique, je sais pas comment on appelle ça, cette quatrième force déjà. Si, la gravitation, bordel. La gravitation. Bah voilà. Voilà. Donc, quand vous avez basculé, la gravitation, elle se stabilise par modulation de fréquence. C'est quoi la modulation de fréquence? C'est le fait de ne plus fonctionner avec la dynamo du nuage électronique. C'est le fait d'être en intrication, c'est-à-dire dans l'instantanéité. Voilà ce qu'on appelle l'instantanéité. L'intrication quantique, c'est ça. Au niveau psychologique, on appelle ça l'instantanéité, enfin, psychométaphysique. C'est l'instantanéité. C'est-à-dire les fusions de l'esprit et fusion, infusion, diffusion. Après, on peut ne pas diffuser. Moi, j'ai choisi de diffuser. Maintenant, ça va être à fond les ballons, quoi. Vous allez vous en manger plein la gueule. Donc, préparez-vous, quoi, parce que ça va faire mal. Donc, du coup, ouais, je sais plus pourquoi je reprenais. Donc là, je suis en communication toujours avec alias Nuno, je sais pas qui peut-être. Et je me disais, c'est rigolo. Alors d'abord, moi j'ai l'objectif de confondre ce réseau parce que j'en ai confondu déjà 2 ou 3. Et donc ça m'amuse beaucoup. Mais en même temps, je me dis, c'est possible que ce soit quand même Nuno. Parce que moi, je sais, par exemple, dans les productions de chansons que j'ai pu faire, on fait pas, c'est pas des opérations de bénévolat, quoi. Voilà. Certes, Nuno, il me demande 500 euros, enfin, c'est même pas lui, c'est son management, il me demande 500 euros pour pouvoir le rencontrer. Bon, après, Nuno, c'est pas le président, d'accord, mais c'est quand même une star internationale, quoi. Donc, bon, je peux comprendre qu'il soit couvé comme une poule aux œufs d'or, un petit peu exploité, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. Et puis là, il essaie de me matcher, enfin, il a vu tout ce que je produis au niveau des chansons. Mettons que c'est Nuno, voilà. Donc, il a vu tout ce que je produis au niveau des chansons, et donc, hier soir, il a parlé de moi à un producteur qui connaît, et puis qui a vu ce que je fais, et donc qui serait intéressé pour me produire et tout ça. Seulement, il faut, tout comme je l'ai fait pour produire mes chansons à l'époque, il va falloir que je mette aussi du cash, moi aussi. Parce qu'à première vue, eux, ils voient les choses en grand, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis toujours une petite merde. Donc là, je pars du principe que c'est vrai. Mais je pars aussi du principe que ça peut être faux. Voilà. Bon, là, je suis dans l'optique. D'où on parle, en fait, quoi? Là, je suis dans l'optique, c'est vrai. Mais je peux tout aussi être en même temps dans l'optique, c'est pas vrai. C'est-à-dire que j'arrive à être sur les deux. Vous comprenez le truc? Voilà. Et les deux, ça m'est égal, complet. Alors, alors, je termine avec l'histoire de production. Il y a une vingtaine d'années, tout ça, même juste depuis 35 ans, parce que ça fait 35 ans que je fais des chansons. J'avais commencé avec Dominique Warlop et Stéphane Coupry à Niort, et aussi avec Nilda Fernandez. Bon, après, ça n'a rien donné avec Nilda Fernandez, ça a capoté. Bon, bref, on est resté en contact comme ça de loin, mais on n'a pas vraiment réalisé des choses ensemble. Mais on avait bien matché quand même avec Nilda. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, ça faisait bizarre parce qu'on se fréquentait. Nilda, moi je fais 1m55. Hein, et Nilda faisait pareil, quoi. Ça fait trop bizarre. Parce qu'en fait, Nilda, c'est un mec, quoi. Mais bon, il ressemble un peu à une femme et tout petit, quoi. Donc, c'était rigolo parce que on aurait dit des jumeaux, quoi. Parce qu'à l'époque, on avait les cheveux longs tous les deux. Moi, j'étais brune et lui aussi. Et bon, on avait un faciès un peu aquilin, quoi. Et ouais, on aurait dit des jumeaux, ouais, on se ressemblait beaucoup. C'était marrant. Puis comme il est assez féminin, enfin, il était, malheureusement, il est décédé. Comme il était assez féminin, c'est sûr qu'on aurait presque dit de sœurs, quoi. Bref. Bon, ça a pas abouti avec Nilda. Mais c'était une rencontre quand même très enrichissante, parce que Nilda, c'est une personne... Oh, ouais, je parle toujours de lui au présent, parce que des gens comme ça, ils sont intemporels, quoi. C'est un ovni. Enfin, allez écouter les chansons de Nilda, allez écouter des interviews, vous voyez un peu le personnage que c'est, quoi. C'est un être humain, quoi. Un vrai de vrai, comme je les aime. Donc voilà, ça a été vraiment génial
d'interagir et d'être amie avec Nilda Fernandez. Donc voilà, moi j'assistais assez off, comment ça s'appelait quand il était en concert. Moi j'allais le voir en concert et après je passais les soirées avec eux. C'était hyper génial, quoi. C'était des moments fabuleux quand j'étais pas trop loin, quoi. Mais bon, il se produisait en France assez régulièrement, donc c'est un artiste qui aime beaucoup la France, qui parle français très bien. Qui a des chansons en français, voilà. Ça a beau être un espagnol, voilà, il aime la France et il parle français, il vit français. Je sais pas s'il vivait en France, parce que je vais pas te poser la question, mais voilà. Donc à l'époque, ben, ça fait 35 ans tout ça, 35 ans. Et ça fait bien plus encore que j'écris de la poésie, mais c'est Raphaël, le frère de mon premier mari, qui était rocker, qui m'a appris à faire des chansons. Je passais beaucoup de temps avec Raphaël, c'était un grand ami qui lui était amoureux de moi, mais bon, après moi je me permettais pas, j'avais qu'un seul amour, c'était son frère. Donc, mais bon, euh, c'est Raphaël qui m'a appris à faire de la chanson. Son frère aurait jamais fait ça, parce qu'on était un peu en compétition, il se sentait menacé, il détestait tout ce que je faisais, il voulait pas en entendre parler, jamais il m'aurait pris un texte pour son groupe, hein. Jamais, jamais. Non, non. Il y a que quand on s'est séparés qu'il m'a dit, écoute, je te l'ai jamais dit, mais en fait, t'écris super bien. Il m'a dit, j'étais jaloux, quoi. Bon, c'était un gros con, mais bon, des fois, il était un petit peu pertinent, quoi. Bon, bref. Mais bon, c'était quelqu'un de super intelligent et super doué aussi. Il faisait des belles chansons, ça c'est clair. Mais bon, voilà. Il avait même fait une musique pour un film qui avait bien marché. Enfin bon, il tournait beaucoup. Enfin bon, c'était assez infernal d'ailleurs parce qu'il avait tellement de groupies qu'il pouvait pas résister. Donc c'est ça, je passais pas les portes. À un moment donné, j'en ai eu marre. Surtout qu'il bossait pas, c'était moi la productrice. Donc à un moment donné, j'ai dit bon stop, écoute, moi j'en ai marre de financer ta merde et que je sois cocu en permanence, tu dégages. Voilà. Donc voilà. Et puis il m'a laissé avec 20 000 euros de dette que j'ai mis 5 ans à rembourser. 5 ans pendant lesquels je bossais de 4 heures du matin jusqu'à 10 heures le soir avec une heure et demie de pause entre trois différents boulots. Le matin, je travaillais de 4 heures le matin jusqu'à 10 heures. Ensuite, j'avais une heure et demie tranquille à peu près. Je prenais vers midi des ménages chez des gens. Je travaillais jusqu'à 2 heures. Je travaillais 2 heures tous les jours. Ensuite, je reprenais à 3 heures, là où j'ai travaillé le matin de 4 heures à 10 heures. Donc de 3 heures à 18 heures, je retravaillais sur le chantier, enfin le truc. Je travaillais dans un magasin à tirer des palettes et porter des cartons. Et donc, j'avais la forme, hein. J'avais une pêche, un truc de fou. Et puis, bah, alors c'était quelle heure du coup? Jusqu'à 18, non, c'était 18 heures. Et après, c'était de 17 heures à 10 heures. Je faisais à nouveau du ménage, mais aux ASF de Grands Égyptes, à côté de New York. Donc, ouais, j'étais. Puis des fois, je sortais en boîte. Donc, je ne dormais jamais. Non, c'était vers la fin. Parce que j'ai passé 5 ans donc célibataire à ce moment-là. D'ailleurs, fallait plus me parler des mecs parce que j'étais tellement dégoûtée de ce que j'avais vécu avec ce connard de merde. Euh, je vais rajouter aussi qu'il me violait. Il m'a dit si jamais un jour tu dis ça aux gens que je te violais, je dirais que t'es une mytho. Mais vas-y, dis-le, connard! Espèce de con, va. Bref, il faisait du chantage. Il me dit si tu te plies pas à mes 4 volontés, je vais voir ailleurs. À l'époque, je croyais qu'il le faisait pas, donc je me pliais, je satisfaisais tous les moindres désirs de ce monsieur, de con. Et ça m'a créé des problèmes de santé terribles, des infections, des machins, enfin bon bref. J'étais vraiment maltraitée, quoi, comme on dit, hein. Faut dire les choses. Vous êtes violée par votre mari, vous imaginez le truc, hein? Sans déconner. J'avais de ces infections à la con. Ah, évidemment, hein, on avait beau mettre, comment ça s'appelle, la vaseline, c'était quand même tellement intensif. C'était Mick Jagger, le mec. Jamais il était satisfait, quoi. J'étais une machine à baiser, quoi. Ah, je balance, hein, je balance. Jean-Christophe Ortega, de connard de merde, qui m'attaque. Je saurais dire la vérité, t'inquiète, va, petit con. Tu m'as dit, hein, si un jour tu révèles ça, je dirais que t'es une mytho. Pauvre connard. Je sais ce que j'ai vécu, moi. Bref, 5 ans, non 3 ans, parce qu'en fait, les 2 premières années, j'étais trop jeune, quoi, donc ils me mettaient pas à l'horizontale. Mais une fois qu'on a été mariés,
Il a fallu passer à la casserole, hein. La nuit de noces, il m'a traité de pute. Je balance. Ma nuit de noces, première fois que je couche avec un mec, je me fais traiter de pute. Mot pour mot. Je me suis arrêtée net, je dis, mais attends, mais tu me dis quoi là? Ah, il me dit, non, je voulais pas dire ça. Ben, je dis, écoute, tu voulais pas le dire, mais tu l'as dit, quoi, sans déconner. Première nuit que je passe avec un homme, quoi. Sans déconner. Rentre dans ta vie sexuelle. Yes. You're a bitch. Ça commence bien. Yes. Et après, c'était ça, ouais. Ça, j'ai fait la pute pendant 3 ans, quoi. Exactement. Enfin bref. Et quand j'ai pu dégager cette merde, je vous garantis, ça a été un grand bonheur. Quand j'ai eu la preuve là qu'il avait une maîtresse, je te lui ai foutu dans les pattes à la connasse. Enfin, c'était pas une connasse. Hein. Comment elle s'appelait déjà? Je me rappelle plus. Parce qu'elle pensait, en fait, il lui avait dit qu'il était malheureux avec moi. Hein? Que je savais pas l'aimer, que j'étais pas assez gentille. Petit con, va. Ah non, sans déconner. T'es pas assez gentil, ouais, je t'en foutrais, ouais. Et donc, cette nana, bah, il a passé 3 mois quand même parce que comme il travaillait pas, je pouvais pas non plus foutre dehors, parce que sinon il aurait dormi sous les ponts. Il avait rien, aucun moyen de subsistance. Il avait jamais travaillé quasiment, donc il avait même pas de chômage, quoi. Un SDF, le mec. Et puis la nana, tu parles, elle était directrice des programmes au Moulin du Roc à Niort. Donc c'est elle qui faisait la programmation. Et donc il se l'était faite régulièrement. Ben, je m'en doutais, c'était l'une ou l'autre, parce qu'il y en avait 2 qui lui tournaient autour, elle et puis une autre. Puis après, il est allé avec l'autre, parce que quand il en a eu marre de celle-là, il est allé avoir l'autre, qui était mariée d'ailleurs. Tandis qu'elle, elle n'était pas quand même, elle était célibataire. Et donc, elle a mis 3 mois à bien vouloir le prendre chez elle, quoi. J'avais ce mec à résidence chez moi, alors que je voulais qu'une chose, c'était qu'il se casse, quoi. C'était compliqué ces 3 mois-là, hein. Très très compliqué. On a réglé nos comptes en tout cas parce qu'on n'était plus ensemble, quoi. Donc on s'est dit nos cas de vérité. Ça a été bon, finalement ça a été pas mal. C'est là d'ailleurs qu'il m'a dit si jamais tu révèles que je te violais, je dirais que t'étais une mytho, quoi. Mais bon, on s'est pas dit que des horreurs. C'est là aussi qu'il m'a dit que j'écrivais bien, que finalement il était juste jaloux. Voilà. Donc voilà. Bah, il m'avait dit aussi, tu pourrais pardonner, parce que tu vas te retrouver toute seule. Bah, je dis, je m'en fous, je préfère être toute seule que mal accompagnée, tu vois. Et là, je le suis, clairement, quoi. Donc, tu te dégages de ma vie. Alors, quand on était mariés sous la communauté, il m'a dit, bon, fais moite-moite. Mais vous me connaissez pas, j'avais 20 ans, quoi. Mais 20 ans, c'est pas grave, quoi. On est qui on est, même à 20 ans. Je lui ai dit, mais dans le cul, ta balayette, connard. J'y sais quoi? Ok, tu vas en faire la moitié. J'ai dit, tu vas prendre ici, dans cette maison, tout ce que tu as payé. Même ces caleçons, ils n'avaient pas payé. Donc il s'est barré avec ses caleçons, sa brosse à dents, et puis un service à vaisselle abominable qu'on lui avait offert à notre mariage, parce que tous les autres cadeaux, en fait, avaient été faits à moi. Et il a pris une friteuse aussi. C'était les 2 cadeaux qu'il avait eu à notre mariage. Donc il a pris sa friteuse et son service de merde, qui était moche comme un cul. Putain, c'était une espèce d'arcopale marron avec des fleurs en relief. Qu'est-ce que c'était vilain. Oh putain. Il s'est pris sa merde. Oh là là. Et donc il s'est cassé chez cette fameuse nana. Comment elle s'appelait déjà? Putain, c'était pas Sylvie? Je me rappelle plus son prénom. Bref. Donc on était en relation parce que moi j'essayais de me débarrasser de lui. Et régulièrement, je l'appelais la nana. Je dis, bon, ben, quand est-ce que tu le prends, là, le boulet, là, la patate chaude? Quand est-ce que tu me débarrasses de cette merde? Elle me disait, ouais, mais je ne peux pas, tu comprends. Moi, je suis habituée à vivre toute seule, je suis très occupée. Moi, c'était juste pour le fun. Je peux pas prendre un mec comme ça, surtout qui n'a pas de revenus. Enfin, c'est un mec à charge, quoi, tu vois. Bah écoute, ma cocotte, t'as bien voulu baiser avec, tu te le manges maintenant, tu vois. Et je l'ai pas lâché, hein. La nénette, hein. J'avais son numéro de téléphone, j'avais son adresse, j'allais régulièrement chez elle, je l'appelais, et j'allais la voir, et je dis, bon, allez, tu me le prends, ce connard. Elle a fini par céder, et il a pris son petit pactage, là, de sa moitié de communauté, hein. Et puis il a intégré le foyer de cette demoiselle.
Ça a duré 3 mois. Au bout de 3 mois, elle m'appelle. Elle me dit, Rachel, viens au secours, je vais pas bien. Elle était sous antidépresseur, la nana, quoi. Sans déconner. Elle me dit, c'est quoi ce con que tu m'as envoyé, quoi, que tu m'as foutu dans les pattes. Elle me dit, j'en peux plus, je suis cocu, pareil et tout pareil. Mais je dis, mais écoute, je connais le mec, quoi, tu vois. Je dis, tu as bien voulu le prendre, mais je dis, tant pis pour toi, tu te le gardes. Bon, après, finalement, après, j'ai pas suivi l'histoire parce qu'il a fini par aller avec une autre qui était mariée. Ils se sont mis en couple un moment. Je sais pas après ce qui est advenu de ce type, quoi. Et j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà, j'ai perdu sa trace à partir du moment où il a quitté cette nana. Et elle s'en est bien trouvée. Voilà. Directrice des programmes du Moulin du Roc. Un lieu vraiment génial. Hein. Vraiment génial. Donc, bah ouais, parce qu'il se produisait là-bas, donc c'est comme ça qu'il l'a connu. Et bon, enfin, entre autres. Pourquoi je parlais de ça du coup? Parce que j'étais sur quelle ligne de temps là? Je sais plus, hein, qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça. Ah oui, la production. La production. Donc oui, parce que j'ai appris à écrire des chansons avec son frère. Effectivement. Raphaël Ortega. Ça, c'est un mec bien, quoi. Putain. Malgré le fait qu'il essaie de me débaucher quand même. Purée, mais c'était du rentre-dedans, mais c'était fou, quoi. Je sais pas, mais alors on nous prenait pour des grands amis, mais moi je savais très bien parce qu'il me l'avait dit ce qu'il voulait, quoi. On nous prenait pour des grands amis, et même mon mari, je lui avais pas dit, quoi, que son frère me faisait du rentre-dedans. C'était quand même un petit peu délicat, quoi. Je voulais pas provoquer des bagarres entre frangins, quoi. Genre légende d'automne, vous savez, c'était ça, quoi. Il y avait 2 autres frères, un qui était homosexuel, donc il n'y avait pas de problème, et puis un autre qui m'aimait bien, mais bon, rien de plus, quoi. Mais on aurait dit qu'on était dans légende d'automne, quoi. Oh, bref, c'était vraiment le même scénario, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais donc tout le monde, alors même les témoins de Jéhovah, quoi, parce que Raphaël était toujours collé à moi aux réunions. C'est-à-dire j'étais entre Jean-Christophe et Raphaël aux réunions. Et Raphaël n'avait jamais sa tour de garde. Et comme par hasard. Ah là là. Et donc il était le bras sous le mien, et puis il suivait la tour de garde avec moi, comme ça, presque la tête sur mon épaule, quoi. Putain. Bon, moi je laissais faire, hein, j'aurais peut-être pas dû, c'était pas très bien hein, quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il faisait passer ça pour de la grande amitié. Ben, on savait bien tous les deux que c'était bien plus que ça. Mais bon. Puis bon, Raphaël, moi je vais vous dire le truc aussi, c'est que Raphaël était coquin hein, parce que on avait un peu le même âge, il avait 1 an de plus que moi, alors que son frère en avait 5. Et bon, c'est tout ce petit monde, on se connaissait depuis l'enfance, hein, voilà. Et enfin depuis l'enfance, depuis la petite enfance, parce qu'on est quand même pas loin de sortir de l'enfance, on peut dire, on n'était pas bien vieux. Donc, bah oui, c'est ça. Donc Raphaël, moi il me plaisait bien parce qu'au départ j'aimais bien plus Raphaël puisqu'il était quand même dans mes âges et je calculais pas son frère parce que pour moi son frère c'était un adulte, enfin je veux dire, enfin un grand quoi. Et ça m'intéressait pas particulièrement. Et puis Raphaël il m'a fait un coup de pute. Un jour j'ai une super copine qui s'appelle Barbara. C'est quoi son nom de famille? Qui vient passer des vacances chez moi. Et v'là-t-il pas que Raphaël lui écrit une lettre d'amour de fou, quoi. De fou. J'ai lu la lettre, bien évidemment, j'étais dégoûtée. Sans rire, quoi. Barbara n'était pas intéressée, parce que Barbara, c'était juste un top modèle, un truc de fou, quoi. Une beauté de taré, quoi. Mais vraiment, une belle fille, voilà. Comme tous les hommes en rêve, quoi. Donc Raphaël était complètement genre le loup devant et et donc moi j'aimais beaucoup Raphaël et c'est vrai que quand j'ai lu cette lettre-là, ça m'a quand même un petit peu percé le cœur, quoi. Je dis putain ce connard, quoi. Alors que c'est vrai, j'avais des vues sur lui, quoi. Et après ça, c'était fini. Hein. Je me suis dit non, mais là, j'ai le règle de ma carte, quoi. Il est plus dans mon carnet de balles, comme on dit. Là, non. Il est plus dans la liste des potentiels. Moi, j'avais quand même une liste de potentiels. Et il en faisait partie. Donc, je l'ai rayé de ma liste de potentiels. Et quand je suis sortie avec son frère, 1 ou 2 ans après, quand ça commençait à devenir sérieux et que je fréquentais la famille de son frère, ben là, il a commencé à
à me dire, non mais qu'est-ce que tu fous avec mon frère, quoi, je veux dire, enfin, parce que c'est vrai que j'avoue que son frère, c'était un vrai con déjà, je me rendais pas compte, parce que j'étais fascinée, quoi. C'est un chanteur de rock, plutôt mignon, beaucoup de charisme, une intelligence quand même assez acérée, beaucoup de talent. Enfin, j'étais dans la fascination, quoi. J'avais 15 ans, 15, 16, et puis 17, quoi. Et puis vers 17 ans, je commence à fréquenter la famille, quoi. Et là, bah, du coup, Raphaël était en plein dedans, quoi. Et on a commencé à se connaître, à se fréquenter beaucoup. Et c'est là que Raphaël a commencé à modifier son comportement, quoi. Bon, je vous passe les détails de tout ce qu'il a pu tenter pour me débaucher. Putain, c'était quelque chose. Moi, j'étais là. On se calme. Moi, je disais non, mais en fait, il comprenait pas, quoi. Mais bon. Après les histoires de tour de garde, là, je pouvais pas trop non plus le pousser. Enfin bon, c'était assez particulier parce qu'en fait, Jean-Christophe se mettait toujours en bout de... on se mettait toujours dans la tranchée, parce que c'était une salle de cinéma, une ancienne salle de cinéma, rue Barra à Cognac. Ceux qui ont fréquenté la rue Barra à Cognac étaient moi, je vois, vous vous rappellerez de ce truc, n'est-ce pas Sandrine? C'était ma meilleure amie à l'époque, Sandrine Bardot. Et donc, on était dans la travée de droite, en haut de la grande travée du bas. Toujours là. Et Jean-Christophe se mettait toujours à gauche, sur le bord, juste à côté de l'allée centrale. Et moi, je me mettais forcément à côté de mon, mon fiancé ou mon mari, quoi, peu importe l'époque. Et Raphaël se venait toujours se foutre à côté de moi. Tout le temps se foutre à côté de moi. Tu crois qu'il pouvait pas aller avec ses potes et tout, là, machin? Non, il était toujours pogné à côté de moi, là, à me tenir par le bras pour suivre la tour de garde avec moi. Le discours, non, parce que le discours, il y a eu besoin d'écouter. Mais pour la tour de garde, il fallait suivre pour pouvoir répondre. Mais il n'avait jamais sa tour de garde. Donc c'était toujours, voilà, on était toujours en train de regarder. On avait la tour de garde au milieu de nous deux. Quelqu'un nous aurait vu, ils auraient pensé que j'étais en couple avec lui et pas avec l'autre, quoi. C'était assez cocasse. Bon, mais bah, faut vraiment être jeune pour se prêter à des trucs pareils et pas se rendre compte de l'énormité du truc, quoi. Enfin, non, je me rendais pas compte de l'énormité. Parce que, enfin, je pensais être claire avec lui, voilà. Et puis, ben, lui, après, il se comportait un petit peu comme si on était très amis, même si on savait au fond tous les deux qu'il avait un peu plus que ça, quoi. Même beaucoup plus. Bon. Bon, je sais pas un jour si Raphaël, tu vois cette vidéo, parce que j'en parlerai plus, hein, parce que voilà, c'est juste une anecdote. C'est du factuel, du passé, tout ça, mémoriel. Mais j'aime bien me rappeler du passé avec Raphaël, parce que c'était vraiment très agréable, on passait vraiment des bons moments. Il jouait très bien la guitare, il chantait très bien aussi, mais il créait pas, il n'était pas créateur. Mais bon, quand il a vu que moi je créais beaucoup de choses et tout, il s'est mis à me montrer comment faire. Il m'a vraiment appris à faire des chansons. Voilà, donc Raphaël, merci. Et puis, bah, j'ai pas de regret hein, de ne pas m'être laissé débaucher, effectivement, parce que, ouais, j'aime là où je suis aujourd'hui. Et je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais eu la belle vie avec toi, tu vois. Parce que je sais que j'aurais eu la belle vie, parce que t'es quelqu'un de génial. Mais bon, il me fallait autre chose, il me fallait de la merde, donc, ben voilà. J'ai pris le vilain petit canard, enfin, c'était même pas le vilain petit canard, c'était l'élite des frères. Parce que les autres à côté c'était des suiveurs. L'autre frère Stéphane, ben, lui il était guitariste, bassiste, quoi. Je sais plus si c'était bassiste ou guitariste dans le groupe, je me rappelle plus. Mais bon, il suivait son frère, hein, un petit peu comme Jared Leto et puis son frère là dans 30 Seconds to Mars. C'était un peu le même format. Donc la locomotive c'était Jean-Christophe et puis le suiveur c'était Stéphane. Stéphane était plus vieux pourtant, il me semble. Ouais, Stéphane était plus vieux. Ben, un peu comme sur Stacy Consumars. Hein. Le frère de Jared, il est plus vieux aussi. Et c'est Jared la locomotive, hein. C'est Jared le créateur, c'est Jared qui fait la promotion, qui est la carte de visite du groupe. Ben, c'était la même chose, quoi, en fait. Et donc, ouais. J'ai plus... Oui, voilà. C'était pas du tout le vilain petit canard, du tout, parce que c'était vraiment... Il avait un charisme de taré. La terre le portait pas. Puis moi, je voyais même pas. J'avais du caca dans les yeux quand même.
Bah, j'étais la groupie qui était en couple avec sa star, quoi. La groupie du pianiste, comme dit Michel Berger. Amoureuse d'un égoïste. C'était vraiment ça. J'étais la groupie du guitariste. Putain. Ah, punaise. Bah ouais, ça a commencé comme ça, un petit peu, mon lancement dans le show business, en fait. Même si c'était compliqué, bah, les années que j'ai passées avec lui, parce que j'étais dans l'ombre de la star, quoi. Et donc, ouais. Et puis, moi, c'était surtout le producteur de la star, quoi. Hein, parce il m'a débauché. Il était déjà dans son groupe, hein, quand on s'est mis en couple. J'avais 15 ans. Mais quand j'ai eu 17 ans, il m'a interdit de continuer mes études. Parce qu'il m'a dit, non, mais faut bosser tous les deux, parce que tu comprends, la vie est dure, et 2 salaires, ça suffira à peine. Sauf qu'il n'y a jamais eu qu'un salaire, hein. C'était le mien. Il fallait que j'aille au turbin pendant que lui grattait sa petite guitare et qu'il faisait la sieste le matin et jusqu'à 11 heures, machin. Et puis, enfin bon, bref. Donc non seulement on n'a pas partagé, enfin si on a, enfin comment dire, si on a certainement partagé parce que j'ai gardé tous les biens et j'ai payé ses dettes. Donc quelque part, bah, c'était certainement équitable, quoi. Enfin au niveau de la loi, quoi. Après au niveau moral, payer les dettes d'un connard comme ça, quand j'en parle à mon fils, il me dit mais maman, franchement, il dit c'est du n'importe quoi là, ce mec là. Où est-ce que t'as trouvé ça? Et je dis mon fils, je savais pas connu ce mec, t'existerais pas. Parce qu'il n'y aurait pas eu cette ligne de temps, donc plains-toi pas. Il réfléchit pas à ça, mais bon, moi je réfléchis à tous ces trucs-là, quoi. Bon, bref, donc mon fils doit quand même la vie à ce mec-là, en fait. Donc je dois quand même à ce mec-là les 2 magnifiques enfants que j'ai eus, même si lui voulait pas d'enfants. Après, j'en ai eu des merveilleux, grâce à leur père qui était absolument adorable, un mec vraiment bien, quoi. Voilà. Donc je parlais en fait de la production. J'étais là-dessus. C'est vrai que ben, quand j'ai commencé à fréquenter Cabrel et tout ça, et tout son petit monde, qui m'a fait beaucoup peur d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ça tellement... C'est pour ça que j'ai écrit 1 minute à l'antenne, parce que franchement, j'aimais pas ce milieu. J'aimais créer des chansons, j'aimais interagir avec les artistes, les compositeurs, les interprètes, tout ça, puis Cabrel aussi, c'était chouette. Mais... et je lui dois beaucoup, hein, je suis reconnaissante à Cabrel de m'avoir présenté tout ce petit monde. Mais c'est sûr que ben, je m'y suis pas intégrée. Je m'y suis pas intégrée, mais malgré tout, j'ai fait de la production de chansons, de mes propres chansons. Donc, ben, tous les compositeurs avec qui j'ai bossé ont été coproducteurs avec moi des chansons. Ce qui fait que ben, tous, je dirais, il y en a 4 qui avaient leur propre studio, qui étaient producteurs aussi, ingénieurs du son, enfin, multi-instrumentistes, tous, quoi. Et ben, 4. Didier, Franz, Yannick et Tim. Voilà. 4 ingé son, producteurs, musiciens, compositeurs, enfin ils avaient toutes les casquettes, quoi. Et donc, ben, j'avais pas besoin de les payer, parce que ils se payaient tout seuls en fait, avec les droits d'auteur. Ils étaient compositeurs sur les chansons. Donc il y avait jamais d'embrouille financière. Même d'ailleurs avec Tim, ben, il m'aidait à faire le voyage à chaque fois qu'on devait travailler ensemble. Il me payait la moitié du voyage parce qu'il habite quand même à Nice. Enfin à l'époque il était à Toulouse et moi j'étais pas à Tulle, j'étais à Tégra. Et donc, il réclamait tout le temps à ce qu'on vienne. Moi, je voulais faire du télétravail par visio et tout ça, mais lui, il dit non, c'est pas la même chose. Il n'y a pas la même ambiance. C'est inspirant quand on est tous les deux. C'est une émulation. La présence de chacun est créative pour produire des belles choses. C'est pas faux tout ça. Donc, bon, je lui disais, ok, ouais, mais bon, financièrement, moi, ça me coûte quand même une blinde de faire la route. Donc, il m'envoyait la moitié. Il me remboursait la moitié. Ou, soit il me l'envoyait, soit il me la donnait quand j'arrivais, quoi. Donc c'était déjà un peu plus facile, quoi, de se déplacer. Bon, Yannick, il m'a jamais fait ça, puis j'ai jamais rien réclamé. Didier, pareil, quand j'allais enregistrer chez lui à Paris, faisait pas ça. Mais tous, ils m'ont jamais rien demandé. En cash, quoi. Yannick, il m'a jamais rien demandé. Pourtant, Yannick, il travaille avec Rock Voisine, Angoon, avec Johnny Hallyday, enfin avec des tas de gens, voilà. Mais jamais il m'a demandé d'argent, quoi. Jamais, 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 mais pas un centime, quoi. Enfin, je sais pas, mais voilà.
Moi, c'est sûr que quand Nuno, là, il me demande 30 000 euros, je trouve ça un peu... Mais en même temps, je peux quand même comprendre. Parce que il n'est pas compositeur avec moi, donc il n'a pas de droit sur ce que je fais, quoi. Donc, ouais, je comprends. Parce que lui, il imagine une production, si c'est vrai, hein. Si c'est vrai, ça peut être cohérent. Il imagine une grosse production, un peu comme lui il fait, quoi. Et c'est ce qu'il me raconte. Enfin, il m'explique les détails et machin de ce que ça peut être. Pff, attends un peu là. Je sais pas si je suis prête à une machine de guerre comme ça, moi. Ouais, des tournées mondiales, des clips, des machins, enfin des trucs de ouf, quoi. Il me sort, quoi. Moi, je me vois pas dans une locomotive comme ça, quoi. Donc, ça peut pas coûter 30 000 euros, ça. Donc, je comprends qu'il demande, si c'est vrai cette histoire, je peux comprendre qu'il demande à ma participation, puisqu'il a pas de part dans mes chansons. Il n'est pas compositeur. Moi, je suis auteur-compositeur. Pour la plupart de mes chansons, maintenant, toutes celles qui ont été faites, je suis à peu près toujours auteur-compositeur. Et donc, je prends des compositeurs avec moi, mais maintenant, c'est fini. Enfin, c'est fini. Je vais le faire encore un petit peu. Mais maintenant, je suis en capacité d'être compositeur à part entière. Donc maintenant, je maîtrise les logiciels, je fais des trucs, enfin bon, au niveau du numérique, je me débrouille, quoi. Donc, bah, je suis en capacité, par exemple, de produire totalement l'album de Sarah Bernard. Je produis aussi une fille et un mec que j'ai inventé, en fait, un peu comme Aurine et Teria, donc des artistes imaginaires. Mais bon, comme je trouve pas vraiment, mis à part Sarah Bernard, là, où ça a matché bien, comme je trouve pas vraiment d'artistes pour chanter mes chansons, enfin les chansons que j'ai pas envie de chanter, parce qu'il y a des chansons que je veux garder pour moi, mais j'ai des centaines de chansons, donc celles que j'ai pas envie de chanter et que je vais pas chanter des centaines de chansons, quoi. Donc bah, j'aurais besoin d'artistes. Donc j'ai trouvé deux ersatz qui s'appellent du coup Polochon et Charlotte Rampil, alias Charlotte Rampling, enfin pour faire rigolo. Et puis Polochon, les batailles de Polochon, quoi. Voilà. Donc son premier album à Polochon, c'est Les Batailles. Bon, moi j'aime bien me marrer tout le temps, donc voilà. Donc c'est mes petits ersatz d'artistes. Mais s'il y a des artistes qui veulent prendre la place de Polochon et de Charlotte Rampil, mais bienvenue, quoi. Bienvenue. Je veux bien mettre Charlotte Rampil au placard, je veux bien mettre Polochon au placard. S'il y a un bon mec, une bonne nana là, qui assure grave et qui me font une bonne prise en main des chansons, mais aucun problème. Voilà. Non problemo. Mais bon, donc je vais quand même produire ces deux albums virtuels, entre guillemets, avec des artistes virtuels. Donc ça va. Donc j'ai partagé une première chanson pour chaque album, les deux albums étant prêts. Donc je vais préparer la production et donc je vais lancer un appel à commercialisation. Je sais pas comment je vais faire encore, mais bon, je vais commercialiser ça parce qu'à un moment donné, c'est bien joli de créer, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait du cash qui rentre, quoi. Voilà. Parce que j'ai toujours fait tout gratos, j'ai toujours tout partagé gratos, à un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Maintenant, j'ai bossé pendant 35 ans, maintenant, je veux récolter. Voilà. J'ai travaillé comme une malade, des fois la nuit, et je travaille encore la nuit. Ben maintenant, ça a de la valeur tout ça. Ça a de la valeur. Et donc, oui, je peux comprendre parce que quand je faisais les enregistrements chez mon directeur artistique, Jean-Charles Touot, je payais mes enregistrements de voix. Et quand je faisais chez qui déjà? Il y a quelqu'un d'autre que je payais aussi, je sais plus qui c'était. Putain, c'était qui? Oh bah merde, alors j'ai zappé. On s'est rappelé tout à l'heure. Il y en avait un deuxième, à qui j'ai filé pas mal de cash aussi, pour enregistrer. Putain, c'était qui? Oh bah ça alors. Je me rappelle plus. Bon, bref. Bon, c'était pas peut-être un truc extraordinaire, je sais plus. Enfin bon, ça m'a pas trop marqué que ça. Je sais plus. Mais quelqu'un d'autre, je sais plus. Qui c'est? Donc, ben ouais, je peux comprendre hein, si c'est réellement Nuno, dans l'éventualité que ce le soit, et qu'il imagine une grosse production avec tournée mondiale comme lui il vit, et des clips, des bidules, des machins choses, et des albums comme lui il fait avec Extrême, et même à son titre propre. Ça coûte pas 30 000 euros, ça.
Ça coûte des millions d'euros, sans déconner, de production. C'est des grosses machines de guerre, ces machins-là, quoi. Quand on bosse à l'international, c'est pas en milliers d'euros qu'on parle, c'est en millions. Hein. Donc je suis pas non plus choquée qu'un Nuno réel éventuel puisse me demander 30 000 euros pour participer à la production de la locomotive qu'il veut mettre en place pour mes chansons, quoi. En admettant que ce soit vrai. Et donc je voulais dire un truc par rapport à ça. Parce que évidemment je pars dans l'optique que ce soit pas vrai. Parce que ça me paraît quand même aussi tout à fait dans le cadre des brouteurs. Hein. Voilà. Mis à part que ce fameux James Monty Edwards, il est quand même sur Facebook depuis plus de 2019 avec une production de publications qui sont tout à fait... qui sont pas du même ordre que les brouteurs que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est assez personnel, c'est ancien. Les brouteurs, il n'y a jamais rien de personnel. Et c'est toujours récent. Les brouteurs, ils ont toujours des comptes récents hein, sur Facebook. Donc, puis après, il les enlève, quoi. Lui, il est là, il a pignon sur rue, le mec. Donc, soit c'est un gros arnaqueur qui fait l'anguille et qui sait se débrouiller, ou soit c'est quelqu'un de réel qui est vraiment dans la team de Nuno Bettencourt. Ok, voilà. Donc, c'est sûr qu'au départ, j'ai vraiment tablé pour un brouteur, mais j'avais pas vu la page de Monty Edwards. Et après coup, je me suis dit, bon, peut-être je me fais des idées, je vais quand même aller voir ce mec-là, qu'est-ce qu'il produit, enfin, je veux dire que c'est quel genre de type pour me faire un plan comme ça, pour me demander 500 euros pour rencontrer Nuno Bettencourt. D'où on paye 500 euros pour rencontrer quelqu'un. Après, j'ai une copine qui me dit, ouais, mais bon, Nuno Bettencourt, c'est une star internationale. Ouais, d'accord, mais bon, faut pas non plus déconner. Enfin, moi, je veux dire, je paye pas pour rencontrer les gens, quoi. Après, Nuno, il m'explique. Il me dit, moi, je suis pogné dans une espèce de cadre où je suis un peu enfermée. Et donc, ben, mes agents, ma production, ils veulent avoir du cash avec moi, quoi. Je suis un produit, en fait. Bon, voilà. Une minute à l'antenne, quoi. Vends ton âme, quoi. Ton âme au diable, quoi. Est-ce que tu perds pas plus que ton âme, quoi? C'est juste horrible, quoi, d'être une poule aux œufs d'or comme ça. Après, il est content parce qu'il fait le métier qu'il aime, voilà. Là, je suis dans l'optique du point de regard que c'est vrai. Admettons, la chauve-souris, elle arrive à passer. Vous ne connaissez pas le sketch de Bizarre. Bigard, la chauve-souris. Ah, j'adore ce sketch. Oh mon Dieu. Admettons, la chauve-souris, elle connaît le code de l'interphone, elle tape le code. Ah, la chauve-souris, admettons, avec ses petits bras, elle pousse la porte. Allez voir ça si vous connaissez pas. Hein, mais c'est magistral. Et puis le lâcher de salope. J'en ai parlé. C'était un peu comme le sketch des inconnus, là. Le truc de la Galice, là, ou je sais pas quoi. La galinette cendrée. Ah oui, la galinette cendrée. La chasse à la galinette cendrée. C'est un peu du même ordre que le lâcher de salope. Putain, c'est tellement cocasse. Ah mon Dieu. Bigard, j'adore. Il y a l'humour décalé comme ça, salace et... Mais en fait, c'est un mec adorable qui adore les femmes. Mais dans ses sketchs, il est hyper misogyne. Mais bon, c'est du second degré, quoi. Il faut avoir de l'humour, les nanas, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui détestent Bigard parce qu'elles pensent que le mec, il pense ce qu'il dit comme connerie. Alors que non, mais allez voir des interviews, allez un peu plus... à creuser un peu, quoi. C'est un mec génial, qui est adorable, qui adore les femmes. Enfin, bon, voyons. Aïe, 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 aïe. Bref. Pourquoi je parlais de ça, du coup? Je sais plus. Ah oui, la chauve-souris. Admettons que ce soit vrai. Nuno Bettencourt, c'est vraiment Nuno Bettencourt. Je suis vraiment en train de parler avec Nuno Bettencourt. Bah, admettons. Il connaissait le code, il a pu passer la porte, voilà. Nuno Bettencourt est une chauve-souris. Quoique, physiquement parlant, hein, on est quand même dans le dark, hein. Parce que quand même, je dirais que Nuno Bettencourt, il pourrait jouer dans un film de Tim Burton sans problème. Hein. Franchement. Parce que le côté Ozzy Osbourne,
On est dedans quand même, hein. Bon, bref, moi j'aime beaucoup, hein. Je suis une fan de Tim Burton. Ozzy Osbourne, je connais pas trop, mais j'aime bien parce qu'il y a quand même des belles choses, quoi. Et puis, ben, Nuno Pétancourt, je vous l'ai assez dit comme ça, j'adore, quoi. Donc je pense être au courant. Voilà, d'abord, j'adore son style, j'adore son être, j'adore ses chansons, et j'adore son jeu. Ah, de guitare, quoi. Et j'ai découvert il y a peu qu'il écrivait les textes de ses chansons, quoi. C'est personne d'autre qui écrit ses chansons. Donc là, je me sens encore plus en affinité, parce que, bah écoutez, moi je les écris aussi des chansons. Donc, bah, du coup, j'ai commencé à regarder les traductions de ces chansons. Mais allez voir ça, quoi. C'est énorme, c'est grandiose, c'est magistral, c'est beau, c'est d'une profondeur, d'une intelligence, puis d'une qualité d'écriture, mais de malade, quoi. Et j'y avais jamais fait attention, parce que j'avais toujours fait attention qu'à la musicalité des mélodies, et à la beauté des chansons, et au jeu guitaristique de Nuno. C'était juste qu'à maintenant, c'était ce que je regardais, je n'avais même pas regardé les textes, leur signification, tout ça. Et même pas, je savais qu'il les écrivait lui-même. J'ai même pas réfléchi à la question. Les chansons, elles étaient là, c'est tout, quoi. Puis, je m'occupais pas d'autre chose. Et donc voilà, ce que j'avais envie de dire ici, et puis ce sera à peu près tout, c'est que, en fait, partant du principe que c'est faux, que c'est un fake, un brouteur qui me mène en bateau, donc dans ce cas, le 5 novembre, il sera confondu. Voilà, c'est mon objectif. Et puis moi, quand j'ai un dossier, je porte à la police et je porte plainte. Voilà. Je l'ai déjà fait 2-3 fois. 2 fois, ça c'est sûr. Et après, la troisième fois, je crois que j'ai pas pu, j'avais pas assez d'éléments. Le mec, il s'est aperçu trop vite que je l'avais confondu. Mais les 2 premiers, ils ont revu que du feu, quoi. Donc, voilà. Puis ben là, ça s'annonce bien si c'est un brouteur, parce que vraiment... en fait, je dis, je suis comme la fille du docteur... pas la fille du docteur March. Si, je suis comme la fille du docteur March. Joe March. C'est-à-dire que je joue mon rôle. Parce que c'est mon propre rôle. Donc à la limite, je pourrais faire aussi de la comédie. Allez hop, je vais me lancer dans une carrière d'actrice. Non, je rigole, parce que ça m'intéresse pas trop. Je trouve que c'est contraignant, ces machins-là. Il faut savoir des textes par cœur. Ah non, mais déjà qu'il faut que je sache mes textes à moi par cœur, c'est mes propres trucs, j'y arrive même pas. Alors, me demandez pas de me fourrer un scénario dans la tronche, quoi. Donc, non. Non, non. Mais en tout cas, je joue mon rôle à fond, quoi. L'amoureuse transie, qui est prête à tout. Ça, putain, je me marre, quoi. Et puis c'est pas difficile parce que moi je l'adore, donc je joue, je surjoue, mais c'est naturel parce que c'est naturel pour moi d'adorer Nuno Bettencourt, quoi. Et donc je me force pas beaucoup, quoi. Mais bon, je sais que si j'ai affaire à un brouteur, voilà, c'est tout, quoi. Et je m'en fous, quoi, en fait. Ça m'est égal complet, quoi. Donc j'ai pas d'attente ni de pion émotionnel là-dedans. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je prends tout ça très bien. Donc l'objectif, si c'est un brouteur, c'est mettre ça en déroute le 5 novembre. C'est mon V pour Vendetta. Vous connaissez V pour Vendetta, c'est le 5 novembre. Voilà. Donc, ben, il y a presque moins d'un mois. Voilà. Donc, ils ont un sursis d'un petit mois, là, l'équipe de brouteurs, de Monty Edwards et de Nicole. Parce que maintenant, il y a une Nicole. Et j'ai ses coordonnées, son numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone de Monty Edwards, j'ai le numéro de téléphone de Nuno Bettencourt, tous des alias peut-être, et d'une Nicole aussi. Donc, bah, là, déjà, j'ai 3 coordonnées officielles, entre guillemets, autres que des profils Facebook. Voilà. Donc petit à petit, je rassemble les informations. Et puis Monty Edwards, c'est son vrai nom. Donc je vais essayer d'avoir le vrai nom de Nicole pour également la mettre dans mon dossier. Si elle aussi c'est une brouteuse, ou si c'est un mec qui se cache derrière une femme, je vais obtenir les infos, pas de problème. Et puis quoi d'autre donc. Et puis donc par contre, si c'est vrai, tout ça, non, je voulais dire si c'est pas vrai. Parce que je veux aller au fond de ça. Parce que si c'est pas vrai, eh ben, le mec qui joue le rôle de Nuno,
il est vachement, vachement bon. Même si c'est un Ougandais dans un couloir d'un hôpital africain, je sais pas où est-ce qu'ils peuvent se loger ces gens-là. Moi, je les ai vus, j'ai vu des reportages, hein, ils sont assis par terre avec des ordinateurs, en train de faire du broutage à 50 centimètres les uns des autres sur un couloir et tout. Enfin bon, ils sont même pas dans des pièces normales, ils sont dans des couloirs, quoi. Peut-être que les pièces, c'est leur chambre. Je pense que c'est des gens qui sont exploités, certainement, ouais. C'est juste horrible. Moi, je pense, j'avais vu aussi un reportage, je vais balancer sur l'islam aussi, enfin sur le fanatisme, l'islamisme. Les islamistes au mont Sinaï. C'est plus ce que c'était, hein, plus étape de la loi là-bas maintenant, hein. Là-bas maintenant, ils vont chercher les islamistes, ils vont capturer en esclaves des Éthiopiens, des Érythréens, et ils les emmènent au mont Sinaï. J'avais vu un reportage, mais j'en ai pleuré, quoi. J'en ai pleuré, 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 pleuré. J'ai vu les tortures. C'était filmé. Les islamistes armés qui torturent des Blacks, des Éthiopiens, des Érythréens et des Mauritaniens aussi. Non, je ne suis pas sûre les Mauritaniens. Mais Érythréens et puis Éthiopiens, oui. Ils ont un physique particulier, je sais pas, peut-être qu'ils sont pas loin, je sais pas, enfin. Et donc ils ont un lieu, il y avait eu donc des vidéos qui avaient été prises, je sais pas, en caméra cachée, je pense, parce que c'était très mal filmé, mais on voyait tout, hein. Et moi j'ai vu cette vidéo, ça m'a mais marqué à vie, hein. Parce que vous voyez des gens se faire torturer, c'est juste. Et donc ils sont parqués comme des animaux. Je sais pas, dans des genres de centres de concentration. Comment on appelle ça? Un centre de concentration? Ouais. Donc les islamistes qui font ça, au mont Sinaï. Je les aime pas beaucoup. Hmm. Après, j'ai rien contre les musulmans eux-mêmes, là, quand ils sont raisonnables. Quand ils basculent pas dans l'intégrisme, parce que c'est. En général, moi, je me dis toujours que c'est assez vite fait, quoi. On sait jamais trop quand quelqu'un est musulman et qui bascule dans l'islamisme. Moi, je pense que beaucoup cachent leur jeu en étant des musulmans modérés, alors qu'en fait, c'est des intégristes, quoi, qui se cachent. C'est certain, quoi, voilà, faut dire les choses comme elles sont, quoi. Vous aviez un excellent film qui parlait de ça avec Bruce Willis et cet acteur arabe qui maintenant fait de l'international, qui est français, enfin franco-marocain, je sais plus son nom. Et c'était pas zone rouge, que c'était déjà. Non, État, comment ça s'appelle? Quand l'armée prend le pouvoir, que le gouvernement met l'armée au pouvoir, ça s'appelle comment? Ah, putain, je sais plus le nom. Enfin, le titre du film, c'était ça, là. Cette action que le gouvernement fait quand elle met l'armée au pouvoir. Parce qu'il y a la guerre civile, les insurrections, des machins et tout. Et donc c'était ça. C'était en fait cet acteur franco-marocain, il jouait le rôle d'un musulman modéré, très gentil, qui était en relation avec une journaliste qui travaillait avec le FBI. Donc lui ne savait pas que cette journaliste travaillait avec le FBI. Et donc elle était la maîtresse de ce musulman modéré. Et elle découvrait en fait au fur et à mesure le basculement de ce musulman vers l'islamisme et jusqu'au moment où il se transforme en bombe humaine, quoi, pour faire le truc kamikaze, là. Ils appellent ça comment, je sais plus. Enfin, ce film est assez zone d'état. Putain, comment ça s'appelle? État d'urgence. Comment ça s'appelle? Putain. Ah, putain, j'ai complètement bouffé l'expression. C'est une expression politico-sociale, hein, qui est connue. Ah, c'est un état d'urgence. La loi martiale. Mais c'est la loi martiale, mais il y a un terme, enfin une expression qui correspond à la loi martiale. En anglais en tout cas. Et donc j'ai plus du tout l'expression. Mais en anglais, ce serait peut-être plus difficile de retrouver ça parce que j'ai pas forcément l'anglais naturel. Je m'en rappelle plus.
Ouais, j'irai chercher ça. Et puis, ouais, si ça vous intéresse de voir ça, c'est très bien réalisé, ça paraît très pertinent. Le scénario est fait de telle manière qu'on peut vraiment imaginer que les choses se passent comme ça, quoi. Que les glissements de la modération à l'intégrisme se font comme ça. L'air de rien, on sent rien venir, et puis pof, ben, le basculement, il est là, quoi. Donc où en étais-je? Pourquoi je parlais de ça? Aucune idée encore. Ah si, mais je sais pas pourquoi je suis venue là-dessus. Mais je sais où j'étais. D'où on parle en fait quoi? J'essaie de me rappeler de la formule de Caporal. Caporal, ça s'écrit C-A-P-O-T-R-A, accent circonflexe, L-E. C'est pas le caporal, caporal en chef, c'est pas ça du tout. C'est, il y en a sous le capot, mais le mec il râle. Donc caporal. Je vous précise la chose quand même. Si vous avez envie de l'appeler caporal, pour le faire chier. Moi, en tout cas, je vais l'appeler caporal maintenant. Allez, le petit Richard. Donc, que disais-je? Oui, donc, Monty Edwards, Nuno Bettencourt, là, si c'est des brouteurs, ils jouent drôlement bien leur jeu. C'est vraiment crédible, quoi. Il y a tous les éléments qui correspondent à ce que peut être Nuno Bettencourt et ce que peut être Monty Edwards en tant que team manager. Le scénario, il est bien pondu quand même. Hein. Putain. Il est sacrément bien pondu. Si c'est un scénario. Voilà. Donc j'en ai aucune idée. Et donc, si c'est faux, ça me posera pas de problème parce que moi, je fais ce que j'ai à faire. Je veux dire, j'ai pas besoin de Nuno Bettencourt pour faire ce que j'ai à faire. Et puis, si c'est réel, bah écoute, il se pourrait que Nuno Bettencourt n'apprécie pas que je partage tous ces trucs-là et que quelque part je le mette en cause. Hein. Donc, ça se pourrait même qu'il m'attaque en justice. Ça peut me coûter cher, cette histoire-là. Si c'est réellement Nuno Bettencourt, je pense qu'il pourrait ne pas apprécier que je fasse, comment dire, une anti-promotion. Parce que si c'est réellement lui, ouais, voilà, le fait que je mette en doute. Parce que ce qui s'est passé, en fait, assez récemment, là, c'est que quand il m'a demandé 500 euros, là, le Monty Edwards, de l'équipe du management de Nuno, je me suis dit, là, j'ai affaire à un brouteur, quoi, c'est clair. En plus, il me demande d'aller sur un site. Non, mais attends, tu me prends pour une bille ou quoi? Donc là, je me suis mise en colère, et même après Nuno, il s'en est pris plein la gueule, hein. Et ça finissait par shame on you, quoi. Il s'en est pris plein la gueule, le mec. Si c'est vraiment lui, je vous dis pas, quoi. Et puis donc, voilà. Et à un moment donné, il essaie de se justifier, tout ça. Je lui dis, bon, écoute, je suis fatiguée, je vais me coucher, quoi. J'en ai ras le cul, quoi. Et il a mis un petit pouce comme ça, rien de plus. Et il est pas revenu à la charge. Hein. Rien. Donc, moi, j'ai passé toute une journée à ruminer tout ça, à être en colère, à pleurer, me dire je m'étais fait encouillonner, enfin bref. Encouillonner, ouais. À la place d'enculer, c'est moins moche. Je me suis fait encouillonner. Ouais, parce qu'enculer, c'est quand même vulgaire, c'est pas beau. Allez, je suis en train de découdre mon truc que j'ai ramené d'Inde. Oh, c'est joli. C'est quoi ça? C'est du fil rigide. Potion, regarde-moi ça. C'est pas de l'or, hein, quand même. Mais c'est d'une solidité. Oh, dis-donc. Faudrait que je le coupe à ras du truc qui sort là. C'est un petit soleil que je suis en train de découdre. Je découds un soleil. J'ai ramené une belle étoffe de l'Inde quand j'y suis allée en 2008. J'ai ramené des belles choses. Bon, enfin bref. J'y ai vécu aussi des mauvaises choses. Mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai prévu d'écrire mes mémoires aussi. Parce que je pense que ça risque d'être sympa. Ouais, je pense que ça risque d'être sympa. Et par contre, mes mémoires, ça va balancer grave. Hein. Parce que si je sors tout ce que j'ai vécu, avec toutes les personnes avec qui j'ai vécu des trucs,
Il y en a, ils vont grincer des dents. Ouais. Putain, j'ai faim, quelle heure il est? 12h35. Ah ouais, quand même. Ouais, je vais aller manger ma petite carbonara. Et donc, si tout ça est faux, aucune importance. Si tout ça est vrai, aucune importance aussi. Moi, je suis comme Saint Paul, je vous l'ai dit. J'ai appris le secret, par expérience, d'être autant heureuse dans la richesse que dans la pauvreté. La richesse, le succès, tout ce qui peut être la richesse, le bien-être, enfin bon, tout ce qui peut être la richesse. La pauvreté, c'est être triste, être malheureux. C'est pas que de l'argent, quoi, l'histoire de pauvreté, de richesse. C'est plein de choses. Tout ce qui est, tout ce qui est négatif, c'est de la enfin, c'est de la pauvreté. Et tout ce qui est positif, c'est de la richesse. Voilà. Et puis, voilà, il y a deux sacs hein, dans la vie. Hein. Il y a deux sacs. Et Saint Paul, il parlait pas que d'argent. Hein. Bon, après, c'est vrai que Saint Paul, il galérait pas mal dans la vie. Il faisait des tentes, un peu comme on fait du ménage. Hein. Il était couturier, Saint Paul. Après avoir été persécuteur des chrétiens, il est devenu couturier. Et il cousait du cuir. Ouais. Donc ça, c'était son job alimentaire. Après, il y avait des chrétiens qui l'aidaient un petit peu, parce qu'il était un petit peu sponsorisé, parce qu'il faisait quand même... il était itinérant. Donc, Saint Paul, c'est un voyageur, quoi. C'est lui qui a propagé, en fait, le christianisme. Personne d'autre, hein, c'est Saint Paul. Hein. Voilà. Saint Paul, il a voyagé dans toute l'Europe pour répandre l'évangile de Jésus. C'est le seul à avoir fait ça, quoi. Enfin, quasiment. Hein. Il y a Marie aussi, Marie-Madeleine, qui a fait ça, évidemment. Après la mort de Jésus. Elle est allée jusqu'en Camargue, Marie-Madeleine, où elle a prêché l'évangile de Jésus aussi en Camargue, donc en France. Ce qu'a donné Rennes-le-Château aussi, tous ces trucs-là, quoi. Après, non, Rennes-le-Château, c'est pas forcément en Camargue, mais en tout cas, elle est passée aussi à Rennes-le-Château. Le père Henri, Henri Le Saune, ou je sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Le père Henri Le Saune, c'est pas ça, qui avait fait état de ça. Et ça a donné aussi les bouquins de Braun, c'est-à-dire Angers Démon, et qu'est-ce qu'il y avait avant le Codex, là, je sais pas trop quoi, là, comment ça s'appelle. Enfin, tous les bouquins de Braun sont tirés beaucoup de ce qui s'est passé autour des événements de Marie, quoi, de Marie-Madeleine, en France, dans le sud de la France. Je pense que Saint Paul n'est pas venu dans le sud de la France, mais je suis pas sûre quand même qu'il n'est pas venu. Je suis sûre qu'il est allé en Espagne, par contre, il me semble. Mais il a fait toute la Méditerranée, quoi. Et donc, Saint Paul, il était... putain, mais je digresse, c'est un truc de fou. Saint Paul, il était tout le temps par monts et par vaux, c'était surtout dans la mer, enfin, voilà. Il a fait naufrage, je sais pas combien de fois. Donc, il a été laissé pour mort, je sais pas combien de fois. Il a survécu, je sais pas combien de fois. Et donc, pour vivre, pour survivre, à chaque fois qu'il s'installait... Enfin, il s'installait jamais, Saint Paul, puisqu'il voyageait pour répandre l'évangile. Mais à chaque fois qu'il séjournait quelque part, il travaillait. Et donc, ils bossaient pour fabriquer des tentes, parce qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas tous des maisons en pierre. Hein. Beaucoup, ils vivaient dans des tentes. Et donc, Saint Paul, il était couturier. Et partout où il allait, il avait du boulot. Parce que partout, on cherchait des couturiers pour coudre les tentes. Donc, il avait toujours un job. Mais malgré tout, il le disait souvent, les chrétiens l'aidaient partout où il allait, il avait de l'aide. C'était, voilà, on le sponsorisait un petit peu, mais principalement, c'était lui qui s'alimentait, quoi. Il bossait vraiment dur. Voilà, voilà. Donc, comme quoi, être dans la spiritualité, on n'en fait pas un business, quoi. Parce que même si Saint Paul il était sponsorisé un petit peu par les chrétiens, il fallait quand même qu'il bosse, le mec. Hmm. Donc, ceux qui veulent sortir de la matrice, là, parce qu'ils veulent pas travailler, c'est dur de travailler. Ah, putain. Hein? Sortez-vous les doigts aussi. Allez vous chercher un job. Allez, dans la vie, il faut bosser, quoi. Sans rire. C'est parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est exempt de tout, de toute la merde que tout le monde se tape, quoi. On se la tape, la merde, hein. Je connais ça aussi, hein. Le ménage, la manutention, l'usine, les boulots. J'ai été aussi, j'ai travaillé dans un centre d'appel. J'ai travaillé dans 2 centres d'appel. Mais quelle horreur, mais quelle horreur.
Ça aussi, c'est les poules, là, les poules de téléphone, là. Putain, mais quel... Oh, j'ai cru mourir dans ma tête, là. En usine aussi, j'ai cru mourir dans ma tête. Vous faites tout le temps le même geste. Vous bougez même pas de poste. C'est tout le temps le même geste. À en avoir des tendinites. Putain de bordel de merde. Vous savez ce que c'est que bosser? Moi, depuis peu, depuis des années 2000, c'est 25 ans, je suis devenue secrétaire bien, quoi. Parce que j'ai intégré un institut international en économétrie. Et donc, j'ai eu un job de fou. À partir de là, j'ai eu que des jobs de fou. Mis à part quand je suis après allée quand j'ai quitté Toulouse et que je suis allée m'installer dans le Lot. Bon, là, il a fallu retourner dans des turbins de merde parce que les grosses boîtes dans lesquelles je bossais, j'ai bossé au CNES, j'étais assistante de direction au CNES. Vous imaginez pas un peu Mais c'est du délire, quoi. Moi, j'ai eu ces boulots de taré, quoi. Je gagnais bien ma vie aussi, quoi. Mais Toulouse, ras le cul aussi. J'en ai eu ras le cul de Toulouse parce que je pouvais pas faire un pas dans la rue sans me faire alpaguer par les Arabes, quoi. On peut pas dire autre chose. Les Blacks m'ont jamais emmerdé à Toulouse. Les Blacks, c'est pas le genre, quoi. Et puis les Blancs non plus. C'est les Arabes à Toulouse. Moi, je bossais en centre-ville parce que l'institut d'économétrie était en centre-ville. Il était à Compense-Caffarelli. Et enfin, il est toujours, hein, parce que la faculté de sciences sociales est à Compense-Caffarelli. Et donc, je fréquentais Compense-Caffarelli. J'allais à Wilson en prenant le métro tout le temps pour aller manger. C'était sympa. Le Capitole, tout ça. J'allais rencontrer mon prof baryton à l'Opéra de Toulouse, au Capitole, on se rencontrait là. Il avait son truc à Jean Jaurès. Donc c'était quand même bien sympa tout ça. Mais il fallait circuler. Il fallait circuler dans les rues, dans le métro, dans les bus. Et c'était tout le temps. Bon, j'étais plus jolie à l'époque, hein, parce que je me suis bien défaite, on va dire. Mais putain, mais c'était infernal, j'en pouvais plus, j'en avais ma claque, quoi. Mais ras le cul, ras le cul. Et pourtant, hein, je me plains pas trop, parce qu'il y a des nanas qui sont autrement plus jolies que je l'étais. Mais l'enfer qu'elles devaient vivre, les nanas, enfin, qu'elles doivent vivre, quoi. Mais quand on est emmerdé tout le temps, mais c'est hyper chiant, quoi, hyper chiant. À l'époque, j'étais brune, aux cheveux longs, hyper mince, je faisais 45 kilos, toujours bien habillée, tout le truc bien maquillée, avec les cheveux très longs, très brunes et très jeunes. Donc je peux vous dire que, bon, voilà, j'avais pas la tronche que j'ai aujourd'hui. Surtout après le burn-out, quoi. Voilà, ça m'a défaite, hein, franchement. Putain. Oh, cette claque que je me suis pris avec cette merde. Bon, bref. Ben ça, faut l'accepter aussi, hein, de vieillir et de devenir... hop, hop, hop. Quand on a connu, du coup... je sais qu'à l'époque, quand je sortais avec Jean-Christophe Ortega, il disait à tout le monde que j'étais un mannequin. Donc c'était encore pire. Et puis tout le monde prenait ça au sérieux. C'était même pas vrai, hein. Sans déconner. Lui, en fait, il avait besoin de se faire mousser, là, de dire qu'il sortait avec un mannequin, sans déconner. Un mannequin d'1,55 m, tu connais ça, toi? Oui, Laetitia Casta. Ouais, je sais pas, je suis pas non plus Laetitia Casta. Eva Longoria aussi, 1,55 m. Bon, bref. Donc, ouais, Toulouse, c'était juste infernal. Donc, ouais, j'ai voulu partir. Et en partant de Toulouse, parce que j'en pouvais plus de ce harcèlement sexuel. Puis, je veux dire, moi, j'étais jamais disposée à répondre à des avances, évidemment, hein, bon. Donc, je me faisais traiter de pute tout le temps, quoi. Parce que je disais tout le temps non, et puis laissez-moi tranquille. Donc, voilà, j'étais une pute. Ras le cul, ras le cul, ras le cul, ras le cul. Voilà. C'est juste... Mais c'est invivable. Enfin, pour moi, Toulouse, centre-ville, travailler là-bas, c'était invivable. Mis à part que mon boulot, j'adorais ça. C'était pas le truc, évidemment. Mais hors boulot, circuler dans les rues, paye ta paix, quoi. Paye ta paix. Ah, t'étais tapé tout le temps, ouais. Sans parler aussi des gens qui... Non, à Toulouse, c'est surtout... Ah si, Toulouse, t'avais des Roumains tout le temps au feu, là. Oh, parce que des fois, je prenais la voiture.
Et quand j'y suis retournée, ça n'a pas changé, ça. Hein. T'as tout le temps les roumains au feu à Toulouse. À Bordeaux, un peu. Bah ici, à Tulle, on est tranquille. Il n'y a pas de roumains au feu. Déjà, il n'y a pas de feu. Déjà, il n'y a pas de feu ici. Je cherche. S'il y en a un près du Leclerc, avant le pont. Je crois que c'est le seul feu que je connais à Tulle. Il n'y en a pas d'autre. Le feu du pont au Leclerc. Il n'y a aucun autre feu sur Tulle. Après, à Brive, il y en a des tonnes. Parce que Brive, c'est quand même une grosse ville, quand même, qui est très occitane, on dirait Toulouse. Mais alors, Tulle, on est vraiment dans la campagne, quoi. Donc, c'est pareil, arriver à Tulle, c'était un peu comme Intégra, où c'est le fin fond de la France, quoi, Intégra. Mis à part que là, j'ai fait beaucoup de boulot de tourisme, serveuse, du ménage aussi énormément. Et puis, ici, j'ai trouvé quand même. J'ai pas fait de ménage ici sur Tulle. Je suis en train de penser à ça, non. J'ai trouvé des boulots de secrétaire, ouais. Pas trop mal. Pas trop mal. Ouais, ouais. Puis pas trop mal payé non plus. Le dernier était vraiment super bien payé, quoi. Et, euh, et puis, non, là, j'ai super faim. Je vais vous laisser parce que j'ai le ventre qui appelle. J'ai dit et je respecte, j'écoute mon corps maintenant. Je suis vraiment à l'écoute du corps là, depuis le burn-out. C'est ah, tu veux un truc? Ok, je te le donne. Ah, tu veux un autre truc? Ok, je te le donne. Pas de problème. C'est mon véhicule, j'en prends soin. Voilà. C'est même plus que mon véhicule, c'est mon entité primordiale. Vous parlez de l'entité maîtresse là. Bah, c'est le corps, c'est la force vitale. C'est ça l'entité maîtresse. Donc le corps c'est quoi? C'est un paquet de mémoire subatomique et de programmes protoniques d'harmonie. Voilà. Et subatomique, vous avez effectivement les sous-programmes du chaos, de la négantropie, enfin de l'entropie et de la négantropie, quoi. Donc les programmes du chaos, c'est pas difficile. Le proton, c'est le programme de l'harmonie, et le nuage électronique, c'est les programmes du chaos. Voilà. Parce que dans ce que je vais partager, là, je suis en train de scanner, là, je m'y suis mise quand même, et j'explique tout ça, et ça s'appelle donc les dessous de l'affaire. Donc j'avais commencé déjà les 2 premières pages de la trentaine de pages que j'avais écrites à 4 heures, du 4 heures à 10 heures du matin, facile, hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que c'était. Et donc si je fais le rapport de 2 heures pour 2 pages, ce qui est à peu près ce que j'ai fait, il me semble, 1h50 pour 2 pages, écoutez, je fais pas le calcul, si, je fais le calcul. Il y a 26, ça fait 26, ça fait 30, ça fait 60 pages, mais c'est pas beaucoup. Ça fait 60 pages. Attends, qu'est-ce que je dis? Oui, mais 60 pages de... non, c'est pas 60 pages, ça fait 60 heures. Bah non. Bah si, ça fait 60 heures. J'ai passé 2 heures pour 2 pages. Et comme il y a 30 pages, ça fait 60 heures. Ou 30 heures. J'arrive pas à voir la logique. Soit 30 heures, mais déjà 30 heures, je vais certainement demander à Isia de me faire la transcription parce que du coup, si je continue à faire du vocal sur cet écrit, si je fais la même production de 2 heures pour 2 pages, il va y avoir minimum 30 heures d'enregistrement, voire 60 si je fais mal mes calculs, si j'ai pas la logique. Donc, Isia, tu vas avoir bientôt un nouveau boulot. Il va falloir que je trouve du cash pour te payer. Parce que moi, je respecte, toi, tu vois. Hein? Quand les gens, ils bossent, je les paye. Voilà. Je les fais pas bosser gratos, comme on m'a fait des tonnes de fois, là, dans les consultations. Tu comprends, on est des amis, supramental, machin. Je paye pas, même si tu me soignes. Je soigne personne, mais quand vous passez 2-3 heures à écouter la merde des petites ordures qu'on vient vous poser devant la porte, moi, j'estime que ça mérite un cash en échange. Voilà. Parce que les psys sont faits pour ça. Et les psys vous font payer 60 euros de l'heure. Hein. Quand moi on vient me voir, sans respect, non, c'est gratuit parce qu'on est amis, sans déconner, faut arrêter quoi. Moi j'ai fini ça. Hein. C'est terminé. Finito. Ça finito. D'ailleurs, je prendrai très peu de consultations maintenant parce que c'est toujours le risque d'avoir des gens là qui parlent de
qui versent leurs petites ordures devant la porte, c'est bon. Enfin, c'est même pas devant la porte, parce qu'ils rentrent quand même chez vous, quoi. Soit je les recevais chez moi, soit je les avais au téléphone. C'était quand même chez moi, quoi, les ordures. Donc non. Non. C'est fini. Donc c'est pour ça que je vais mettre la formation en place sur une mise en ligne où j'aurai rien à faire, parce que donc j'ai créé les modules. J'ai le cycle 1 et j'ai commencé le cycle 2. Il y en aura d'autres. Hein. Il y en aura d'autres. Je vous rassure. Donc, ce sera 60 € à vie. Le prix d'une consultation chez un psychologue. Et vous aurez accès à vie au cycle 1, au cycle 2 et à tout ce qui suit. Voilà. Pas belle la vie? Après, je ne vous ferai pas cadeau des bouquins. Ils seront disponibles sur Amazon. Parce que je pense que je vais choisir Amazon. Je ne suis pas encore fixée, mais... mon cœur balance quand même, penche pas mal du côté d'Amazon, même si je gagne qu'1,40 € sur 10 € du bouquin. Mon but n'est pas tellement d'avoiner de l'oseille, mon but est de diffuser, quoi. Et Amazon, c'est vraiment la solution, parce qu'Amazon, en plus, ils peuvent faire la traduction en anglais, sans que j'ai à m'en occuper. Donc, banco, quoi, pour diffuser, c'est génial. Même si je gagne qu'1,40 € par bouquin. Le tout est que vraiment que je vérifie que je ficelais bien le truc, que ça ne me coûte rien. Parce qu'au niveau des taxes, il y a les taxes des États-Unis, j'ai les taxes de France, et c'est exorbitant. Taxes aux États-Unis, c'est 26, en France, c'est 23, puisque je suis indépendant. Donc c'est 23%. Si ça n'a pas bougé, parce qu'il faut que je me remette au truc, là, j'espère que ça n'a pas encore augmenté, ces conneries. C'était 23, là, pendant 10 ans. Donc vous voyez un petit peu. 23 plus 26, ça fait quoi je sais plus, je peux compter. 50... 23, 6, 59. 23 plus 26 égale... Non, 49, pardon. 49%. Bon, quasiment la moitié, quoi. La moitié ce que vous gagnez. Ajoutez à ça les frais de production si jamais vous voulez un bouquin en papier. Si vous voulez un bouquin en papier, vous risquez de me coûter des sous. Donc je préfère que vous preniez la version électronique. Là, je pourrais gagner de l'argent. Comprenez? Évidemment, je comprends que vous ayez envie d'avoir un... Je comprends, il n'y a pas de problème. Je gagnerai qu'1,40 €, tant pis. Pas grave. J'espère vraiment, il faut vraiment que je vérifie que les coûts de production finissent pas par me coûter de l'argent. Parce que je ne peux pas me permettre d'en être de ma poche, quoi. Je ne peux pas me permettre. Alors, je veux que ça soit diffusé, mais pas à ce prix-là, quoi. Voilà. Je veux pas perdre de l'argent avec la diffusion des bouquins. Ça, c'est net. Hein. Je ferai... ou bien je vais fermer la possibilité qu'il y ait des productions papier, parce que c'est ça qui me coûterait, en fait. Les productions électroniques me rapporteraient 1,40 €. Mais les productions papier, là, ça me fait un peu peur, quoi. Donc, il faut que je regarde ça de près. Et s'il y a possibilité de fermer ça, cette possibilité, je le ferai. Parce qu'il est hors de question que je paye pour que vous ayez des bouquins papier. Voilà. C'est dit. C'est dit. Parce que moi, j'ai fait le choix d'être professionnelle en tant qu'auteur, donc je dois payer des impôts en France. Il y a plein de gens, ils font que les impôts, des États-Unis sur Amazon. Donc, ils produisent leurs bouquins en tant que particuliers. Mais moi, je ne fais pas ce choix. Je ne fais pas ce choix. Moi, je veux être pro. Donc là, j'ai obtenu une accréditation de l'URSSAF pour être artiste-auteur. Donc, j'ai ce numéro de professionnel que je vais utiliser, bien sûr, en tant que professionnel sur Amazon. Donc, je vais charger à mort, quoi. Je vais charger à mort. Donc, voilà. La petite actualité. Donc, ouais, je disais, en fait, le but de cette vidéo, c'était de dire, en fait, que être en interaction avec ce peut-être faux ou vrai gnogno, si c'est un faux, en tout cas, il joue bien son rôle, et du coup, c'est comme si j'avais un directeur artistique gratos. Parce qu'il me dit quoi faire, comment le faire et tout. Putain, vous imaginez le truc, quoi. Il me donne des idées en permanence. Bon, faut faire ça maintenant, faut faire ça maintenant, faut faire ça maintenant. Ce qui me fait dire, soit c'est le vrai, ou soit alors vraiment le faux, c'est un cador, quoi. C'est un cador. Voilà. Donc, dans les deux cas,
Je suis la grande gagnante. Sauf si c'est vraiment Nuno et qui m'attaque en justice pour diffamation. Et c'est pas de la diffamation, puisque je ne l'accuse pas. Puisque je pars du principe que c'est certainement un brouteur qui fait de la merde. Mais c'est vrai que si c'est vraiment lui, je joue peut-être avec le feu. Bah, c'est pas grave. Moi, je me sors les doigts. Moi. Alors, c'est quand vous sortez les doigts? Quand est-ce que vous parlez? Quand est-ce que vous faites, là, le truc du grand être que vous êtes? Hein? Le grand être que tu es. C'est quand qu'il se sort les doigts? Hein? À bientôt.